Merci de nous rejoindre à Bruxelles, au Parlement européen, alors que beaucoup d'eurodéputés ont un œil sur ce qui se passe à Nice, où se tient le sommet des Nations Unies pour la protection des océans, avec de nombreux enjeux. Les océans sont les poumons bleus de notre planète. Ils couvrent 71% de la surface du globe et absorbent près de 30% du CO2 mondial. Et malgré ce rôle vital, eh bien, ils subissent une pression croissante. 8 millions de tonnes de plastique y sont déversées chaque année. 34% des stocks de poissons sont surexploités et seuls 3% des océans bénéficient d'une protection stricte. Oui, alors face à cette urgence, l'Union européenne s'est fixé l'objectif pour 2030 d'arriver à 30% d'aires marines protégées dans les eaux maritimes, alors qu'elle en abrite 12% actuellement. Alors les Européens doivent présenter pour cela leur pacte pour la protection des océans. Écoutons ce que Emmanuel Macron en disait en mars dernier. Ce pacte bleu, ce doit être un pacte d'investissement dans la protection de nos océans, investir dans les carburants durables en européen, créer les filières permettant de remplacer peu à peu les énergies fossiles, investir dans l'électrification des ports, dans la recherche, dans l'innovation pour donner à notre communauté scientifique plus de moyens au service de la connaissance de nos océans. Des objectifs ambitieux, mais les associations de protection de l'environnement s'inquiètent d'un manque de stratégie claire pour parvenir à ces objectifs. Alors, pour évoquer le rôle de l'Union européenne dans la protection de nos océans, 3 invités aujourd'hui. Christophe Clergeau, bonjour. Bonjour. Vous êtes eurodéputé français, vous êtes membre du groupe des sociaux-démocrates ici au Parlement européen et vous êtes président de l'intergroupe du Parlement européen dédié aux mers, rivières, îles et zones côtières. Et le vice-président de cet intergroupe est également sur ce plateau. Paolo do Nascimento Cabral, bonjour. Bonjour. Vous êtes eurodéputé portugais et membre du groupe PPE au centre droit de l'hémicycle du Parlement. Et en duplex depuis Nice, justement, où tout se passe, bien sûr, Geneviève Pons, bonjour. Bonjour. Directrice générale de l'Institut Jacques Delors, think tank européen, membre de la mission européenne sur la restauration des océans. Vous avez beaucoup travaillé, inspiré ce pacte européen sur les océans. Quelle est sa philosophie? Ce dont on a rêvé, et le commissaire Cadiz nous a dit qu'il s'était beaucoup inspiré de ce dont on a rêvé. On a fait un manifeste pour un pacte européen sur l'océan l'année dernière, et on a su, 3 mois après l'avoir révélé, que Madame von der Leyen en faisait un projet de son mandat. Il y a une logique, cette logique était déjà dans la mission Starfish, 5 branches. C'est la mission européenne sur restaurer l'océan et les eaux. Quelles sont ces 5 branches? Pour arriver à restaurer notre océan, qui est quand même le but central, il nous faut de la science, il nous faut de la gouvernance, il nous faut de la protection active, il nous faut de la lutte contre les pollutions et enfin, il nous faut une économie bleue durable. Voilà, je trouve que dans le discours d'Emmanuel Macron, il y a 2 éléments qui sont tous les 2 importants, mais qui ne suffisent pas. La science est là, et l'argent pour la science qui est nécessaire. En revanche, il parle aussi très bien de l'économie bleue, qui est également nécessaire. Il ne parle pas, dans l'extrait au moins, de la protection et de la lutte contre les pollutions, qu'il ne faut surtout pas oublier. Tout ça va ensemble. Et à ces éléments, nous devons désormais ajouter la sécurité. L'océan joue un rôle très important dans la sécurité, comme par exemple les attaques de câbles par les Russes, probablement, nous ont montré encore récemment. Alors parlons protection. Après ce que vous avez dit, Geneviève Pons, Paolo do Nascimento Cabral, sur cette question de la protection, il y a cet objectif d'arriver à 30% d'aires marines protégées en 2030 et aussi augmenter les aires marines très protégées, c'est-à-dire sans activité humaine. Est-ce que vous ne craignez pas, comme beaucoup finalement au sein de la droite européenne, au sein du Parti populaire européen, que cela nuise à l'économie de la mer? C'est très important pour protéger les océans et les mers de l'Union européenne, mais aussi les mers globales. Nous avons maintenant défini de 30% pour la protection et je viens des Açores, du Portugal, et nous avons les premières régions qui a protégé 30% de son mer. Un process qui a, avec la participation de tous, l'engagement de tous les participants pour l'activité maritime, pour les pêcheurs, pour les entreprises, pour l'industrie. Et c'est un process très, très participatif et très important.
Nous défendons aussi que la protection des 30% de la mer, c'est nécessaire pour les situations spécifiques des espèces qui sont en danger et pour aussi la situation des restaurations, des stocks et de la biodiversité. Pour nous, c'est important, mais Christophe Kerjot, j'ai envie de dire, il y a quand même certaines résistances à l'idée de zones marines protégées à 30% et surtout de zones marines ultra protégées, c'est-à-dire zéro activité humaine, 10%. Ça connaît une certaine résistance au nom de l'économie, toujours, hein, l'écologie versus l'économie. D'abord, je crois qu'il y a une prise de conscience, et j'espère qu'elle est générale, qu'il n'y a pas d'économie bleue s'il n'y a pas d'océan en bonne santé. Donc comme la santé des océans se dégrade, les perspectives de la pêche et des autres activités économiques sont en danger. Donc cet impératif de protection, il est le fondement des activités économiques de demain. Et je partage la philosophie qu'évoquait mon collègue Cabral, mais on ne le fait pas. Vous avez rappelé les chiffres, on est très en retard. Donc maintenant, il faut changer de braquet, passer réellement à l'action. Je crois que la priorité, c'est de faire les 30% de protection et de définir, oui, un projet de territoire avec les acteurs pour chaque secteur. Et dans les 30%, on trouvera les 10% de niveau de protection plus fort et d'exclusion d'activités humaines. Mais il faut changer de braquet, c'est ça le sens du pacte pour les océans, c'est changeons d'approche, allons plus vite, prenons au sérieux les enjeux de protection des océans. Alors parlons de la pêche avec Geneviève Pons, un chiffre intéressant en 2020 selon un rapport de la Cour des comptes européenne, dans 60% de ces aires marines protégées, eh bien, la pêche au chalut, qui a quand même un fort impact sur les écosystèmes, était davantage pratiquée que dans les zones marines non protégées. Il y a une forme de paradoxe sur la régulation de ces zones marines et de la pêche. Oui, bon. Il faut dire que le chalutage, effectivement, provoque beaucoup de dégâts. Je crois qu'il faut donner aux pêcheurs qui actuellement pratiquent le chalutage la possibilité de se transformer, de transformer leur méthode de pêche. Ça prendra du temps. Mais il faut le faire parce que, zone marine protégée ou pas, le chalutage a un impact important sur l'environnement. Alors c'est vrai que c'est tout à fait paradoxal qu'il y ait plus de chalutage dans des aires marines protégées. Il faut aussi retenir quelque chose qui est très lié à la notion de protection. Et ça a été prouvé partout dans le monde. Si vous protégez une zone, vous allez la voir se régénérer très rapidement. Et la pêche autour de cette zone sera beaucoup plus profitable. Donc il y a vraiment un intérêt commun de la protection et de la pêche à avoir des zones marines protégées, vraiment protégées, parce que ce sera profitable pour les pêcheurs autour de ces zones. Alors, le vice-président de l'intergroupe, hein, justement sur ces questions marines, vous êtes en effet originaire de l'île des Açores et la pêche au chalut est interdite depuis 2023 au-delà des 800 mètres de profondeur. Les pêcheurs sont très remontés contre ce type de restrictions qui s'ajoutent justement à des quotas de pêche par espèce de poisson dont vous nous avez parlé. Est-ce qu'on est en train d'affaiblir ou en passe d'affaiblir la pêche européenne? Est-ce que c'est un risque? Bien. Je pense qu'il est nécessaire beaucoup d'informations pour les pêcheurs et pour le secteur. C'est très important pour les pêcheurs, pour la pêche, pour l'industrie de la pêche, pour comprendre les bénéfices de cette décision. Et les scientifiques, la science a donné beaucoup d'informations pour les autorités régionales et c'est nécessaire aussi pour engager tout le monde pour partager cette information. Parce que je suis d'accord avec Geneviève qu'il y a une phase de transition et les pêcheurs nécessitent de soutien de public, mais en long temps, ils vont bénéficier de cette décision. Et c'est pourquoi je crois qu'il n'y a pas un impact direct dans la pêche de l'Union européenne parce que déjà, nous importons 80% des produits que nous consommons ici, des pêches que nous consommons ici à l'Union européenne. Il y a des côtés pêche
Et nous avons demandé que la décision de la côte de pêche a intégré les 3 piliers de sustainabilité, le pilier ambiental, le pilier social les piliers, piliers, excusez-moi, et le pilier environnemental économique. C'est très important pour la décision de la côte de pêche. Et après ça, nous avons diversifié les accords commerciaux, les accords de pêche avec les pays tiers pour garantir la sécurité alimentaire des Européens. Et notamment avec le Royaume-Uni, il y a eu récemment un accord entre l'Union européenne et le Royaume-Uni pour pouvoir pêcher dans la zone économique exclusive britannique. Christophe Clergeau, sur cette question de la pêche, est-ce qu'il faut aller encore plus loin dans la régulation de cette activité, c'est-à-dire limiter encore davantage le chalutage et baisser les quotas de pêche ? Il faut changer les pratiques de pêche, il faut sortir par étapes du chalutage, mais pour que les pêcheurs puissent le faire, il faut les aider à investir dans de nouveaux bateaux et dans de nouvelles techniques. Donc c'est un contrat à passer entre la pêche et la société, préparer un avenir, il y a une perspective économique pour la pêche, mais avec des bateaux globalement plus petits et d'autres techniques de pêche. Mais moi je ne voudrais pas que le débat maritime sur la santé des océans se focalise uniquement sur les pêcheurs, au moment où chacun d'entre nous a tendance à considérer la mer comme sa poubelle et qu'on retrouve dans les océans les plastiques, les bouteilles, la les mégots de droite a tendance à cigarettes, focaliser etc. le débat sur les océans, sur la pêche ? Non, je ne dis pas ça. Souvent, les observateurs, on ne parle que de la pêche. Il y a une polarisation sur la pêche. Mais il faut parler aussi des pesticides, des PFAS qui sont dans l'eau, de tous les produits chimiques qui dégradent les océans. Les océans sont aussi le reflet de nos modes de vie et de société sur Terre. Donc, ce qu'il faut faire comprendre aux gens, il y a le sujet de la pêche, mais pour protéger les océans, il faut changer nos pratiques, changer nos modes de vie et faire attention à tous les gestes de la vie quotidienne. Alors Geneviève Ponce, Donald Trump va lancer son pays dans l'exploitation minière, a-t-il annoncé, des grands fonds marins, d'ailleurs en zone internationale. Il convoite pour les mêmes raisons d'ailleurs le Groenland. Est-ce qu'il faut s'inquiéter des conséquences de cette exploitation sur la biodiversité marine et la santé de nos océans ? Oui, alors il faut bien sûr s'inquiéter d'une telle activité. Là aussi, toutes les recherches qui ont été faites partout dans le monde montrent que aller dans ces profondeurs, d'une part, c'est extrêmement coûteux, et d'autre part, ça va provoquer des dégâts considérables. Pour aller gratter les fameux nodules polymétalliques qui font rêver tout le monde, et notamment Mr. Trump, eh bien, il va falloir aller taper dans le fond des mers, dans tout ce qui s'est déposé dans le fond de la mer. On va non seulement libérer le dioxyde de carbone qui était emprisonné là, mais on va faire en sorte que la colonne d'eau va devenir beaucoup plus opaque. Et ça veut dire qu'il y a une biodiversité tout le long de la colonne d'eau qui va être menacée. Donc c'est vraiment une chose contre laquelle les scientifiques avertissent, et il y a une législation internationale et il y a une organisation internationale. Cette organisation internationale est là pour définir des règles. Et cette organisation internationale est là pour délivrer des permis. Donc, M. Trump ne peut pas faire ça tout seul. Il ne croit pas beaucoup au multilatéralisme en attendant. Non, en effet, il n'y croit pas. Alors, sur ce sujet, Paolo do Nascimento Cabral, est-ce que l'Union européenne doit prendre le pas de Donald Trump et aussi se lancer dans cette course à l'exploration minière des fonds marins ? Non, la science n'a pas donné déjà d'informations concrètes pour une décision. Et je pense que le moratorium, c'est très bien appliqué. Et je pense que la prochaine année, décade, n'est pas possible pour avancer pour l'exploration des fonds miniers. Il faut attendre les réponses de la science sur ce sujet. Oui, c'est très important. Mais vous voulez seulement un moratoire, pas une interdiction? Maintenant, parce que nous n'avons pas d'informations suffisantes. Et c'est pourquoi j'ai présenté une proposition de projet pilote pour l'établissement d'un observatoire européen de fond des mers pour étudier concrètement la situation qui se passe dans le fond des mers, pour protéger la biodiversité, pour garantir qu'il n'y a pas d'attaques, des situations. Christophe Clergeau, vous êtes en désaccord avec le PPE là-dessus? Moi, je suis pour aller jusqu'à une interdiction totale parce que je pense que ce serait une folie d'aller piller le fond des océans. Mais ce que vient de dire Paolo est raisonnable, s'appuyer sur la science, observer et ne pas y toucher pour le moment. Mais je trouve fascinant
que Trump veuille absolument piller les ressources naturelles et en même temps, par exemple, arrêter le développement des énergies marines renouvelables aux États-Unis. Il y a beaucoup mieux à faire en mer que de piller les fonds marins. Utilisons les mers en lien avec les pêcheurs pour développer la production des énergies vertes en Europe. On aura de l'énergie verte produite en Europe, des emplois et une nouvelle filière industrielle en Europe. Ça, c'est du gagnant-gagnant pour tout le monde. On n'a pas besoin du pillage des fonds marins. Et Geneviève, oui. C'est permis. Seulement, c'est nécessaire aussi une simplification des process pour l'aquaculture aussi, parce que nous avons notre pêche est limitée pour les quotas, mais c'est nécessaire d'augmenter la production d'aquaculture à l'Union européenne et le pacte des océans aussi, c'est très important pour augmenter cette production et simplifier la licenciement. Et Geneviève Pons, pour conclure, un mot sur la pollution plastique aussi, la lutte contre ce type de pollution, c'est un des enjeux de ce sommet de Nice. Ce qu'il faut absolument comprendre, c'est d'où ils viennent ces plastiques. Et si vous regardez, ça vient de l'intérieur. Donc tout ce que vous allez faire, vous, dans votre façon de vivre, dans votre façon d'utiliser ou pas des plastiques, et ensuite comment vous allez les traiter comme déchets, ça va avoir un impact sur l'océan. Donc la première responsabilité, c'est chez nous, dans nos habitudes. Il faut essayer d'être pleinement responsable. Et effectivement, la réglementation aide beaucoup. Et au niveau européen, on a fait un grand pas en avant avec cette interdiction des plastiques à usage unique qui a été suivie dans d'autres parties du monde, y compris de l'autre côté de la Méditerranée. La Méditerranée étant une des zones les plus polluées par les plastiques dans le monde. Et ce sera le mot de la fin. Merci à tous les trois d'avoir participé à ce débat sur ce sujet si important de la protection de nos océans. Merci à vous d'avoir plongé avec nous dans ce fameux pacte bleu. À très bientôt. Restez sur nos antennes.